Merci beaucoup pour vos présentations très très intéressantes. Moi, j'aurais une question sur les révolutions dans le futur. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des GAFA, enfin, du numérique, comme des sortes d'instances un peu supra-étatiques, donc en quelque sorte des nouveaux États. Est-ce que justement, dans le futur, on pourrait envisager des formes de révolution qui ne soient pas dirigées contre des institutions localisées dans un pays, mais qui soient vraiment transnationales et dirigées contre des instances justement qui sont plus seulement des institutions publiques, politiques? Voilà. Je vais répondre rapidement. Alors, en tant qu'historienne, moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans le futur. En revanche, effectivement, des questions qui se posent, hein, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des écrits du Comité invisible, où justement ils disent que la révolution avec prise du palais d'hiver, c'est plus possible, hein, puisque en fait, le pouvoir s'est trop dilué et que, comme vous le dites, il est maintenant dans d'autres espaces, hein, et que le moyen, s'il faut refaire une révolution, elle devra pas se sentir. Enfin, il ne s'agit plus d'attaquer des centres. Hein. Si les Gilets jaunes avaient pris l'Élysée, ça n'aurait pas changé grand-chose de leur interprétation, et qu'il faut réfléchir à d'autres formes de révolution. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent dans certains milieux révolutionnaires et qui sont intéressantes à étudier en tant que telles. Après, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Je n'en ai absolument aucune idée. Oui, peut-être juste un élément complémentaire. Je pense que ce discours de l'ennemi n'est pas territorialisé, a toujours existé. Hein. Je veux dire, dans la Révolution française, on le voit très clairement. Dans les analyses de Marx de 1848, c'est extrêmement évident. Et je crois que pour Marx, c'est très clair. La bourgeoisie allemande a l'obligation de faire sa révolution, et en même temps, l'ennemi contre-révolutionnaire est déjà pleinement européen. Et voilà, le fait qu'effectivement l'armée russe parade en Europe pour écraser la révolution, ça le montre aussi. Quand vous voyez l'iconographie de 1917, non pas de février, mais d'octobre, c'est très clairement, voilà, effectivement, l'ennemi international. Et Lénine, c'est une affiche très connue, Lénine balaie le capitalisme sur la carte mondiale. Donc je pense qu'effectivement, voilà, cette idée que la révolution n'est jamais territorialisée, sauf peut-être dans les révolutions démocratiques. Hein. Par exemple, en 1974-1975, pour moi, il s'agit des révolutions en Grèce, en Espagne et au Portugal. Et là, il n'y a pas de contre-révolution parce que l'ancien régime se meurt en quelque sorte, hein, sans avoir la capacité de résister. Là, la question est posée beaucoup plus en termes de la cité démocratique. Dans ces pays-là, en 2011, on pose la question de la cité démocratique en terre arabe, mais pour le reste, je crois que c'est un thème, c'est un imaginaire, une illusion, une peur de l'ennemi transnational, international qui traverse les 2 siècles. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les séquences révolutionnaires, les premières réactions des pouvoirs actuellement, c'est de fermer justement WhatsApp, d'empêcher, et que ce soit en Égypte ou en Tunisie en 2011, mais et je crois que alors je connais moins les plus récentes, mais il y a eu tout un tas d'autres moyens de faire circuler, et notamment, parce que je trouve que c'est ce qui me passionne en ce moment, quelqu'un m'expliquait que c'est dans les graffitis, justement, il y avait des noms de code dans les graffitis, et que si on savait bien les lire, en les lisant, on savait où avait lieu le rassemblement suivant. Donc ils arrivaient très vite à contourner la fermeture, au bout du compte, des réseaux sociaux. Et le discours des pouvoirs, c'est ça aussi. Le discours d'un pouvoir qui essaie d'écraser la révolution est de dire que la révolution n'est pas locale. La révolution est un complot international. Voilà. C'est un très grand classique. Oui. Il y a une question là-bas. Moi, je rebondis sur cette première question que je trouve très, très intéressante, jeune homme. Oui, par rapport à réfléchir sur des révolutions hautes contre les institutions. Il est vrai que, par exemple, pour les Gilets jaunes, ils n'ont pas, si ça a en partie échoué, je dis bien en partie, c'est parce que justement, ils n'ont pas argumenté. Ils sont partis d'une idée, bon, l'essence, mais après, il y avait les idées, elles étaient diffuses.
il n'y avait pas eu de leader pour relever cette idée principale et développer d'autres idées. Donc, je pense qu'il n'y avait pas qu'une question d'institution, vous voyez. C'est pour ça que c'est intéressant de développer les idées lors des révolutions. C'est ce qui s'est passé pour certaines, d'ailleurs, heureusement. Donc, d'ailleurs, certains des gilets jaunes qui avaient des idées, ils ont été virés par les premiers gilets jaunes. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait savoir aussi que tout phénomène n'est pas révolutionnaire et tout phénomène révolutionnaire ne se réduit pas à sa dimension révolutionnaire. Dans le cas des gilets jaunes, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dimension de classe. Voilà, on peut dire qu'effectivement, c'est des classes moyennes qui se considèrent comme classe moyenne. Il y a un imaginaire de classe moyenne, mais en déchéance. En deuxième lieu, on n'a pas encore assez étudié, je crois qu'il y a un phénomène générationnel, les gens de la génération de Macron qui veulent avoir la peau de Macron. Oui, voilà. Voilà. Oui. En troisième lieu, je pense qu'il y a cette volonté de ne pas s'institutionnaliser, voilà, de s'opposer aux institutions sans se penser en termes institutionnels. Et puis en quatrième lieu, les Gilets jaunes, c'était quand même c'était pas un mouvement, c'était un microcosme, un milieu allant de la droite radicale, pas nécessairement souverainiste, à une gauche radicale, en passant par d'autres catégories. Donc c'est pour ça que je pense que la grille révolutionnaire est très très importante à appliquer à certains mouvements qu'on observe, pas uniquement aux Gilets jaunes, à certains mouvements sociaux qu'on observe, mais en même temps ce n'est pas la seule dimension et on n'a pas le temps de développer ici. Je crois que quand on analyse les révolutions, y compris les révolutions les plus eschatologiques comme la Révolution française dans sa deuxième phase ou russe, il ne faut pas les réduire à leur seule dimension révolutionnaire. Il y a une singularité du moment révolutionnaire, mais le moment révolutionnaire redéfinit l'histoire et déclenche des dynamiques qui, elles ne se réduisent pas nécessairement à la révolution. Oui, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je me suis intéressée aux autres révolutions dans le monde qu'a décrit Madame, qui sont, pour moi, plus intéressantes. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que tout mouvement révolutionnaire ne donne pas naissance à une révolution. Parce que là, on reprend la définition. La preuve. Il faut qu'il y ait quand même un moment, un changement de l'ordre en place. Or, il peut y avoir velléité de le changer, mais pour autant, on ne réussit pas. Cela étant dit, je serais moins sévère que vous sur le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu des idées, mais ça dépendait des espaces. Par exemple, dans l'Assemblée des Assemblées, à Commentry, il y a eu pendant les 2 premières années des espaces qui ont permis de réfléchir, ou d'ailleurs, c'est des espaces qui sont débarrassés des franges de la droite souverainiste, qui n'étaient pas ni à Commentry, ni dans l'Assemblée de l'Assemblée. Après, c'est mort avec le Covid. Il y a eu... ça reposait quand même beaucoup sur beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup sur la mise en présence. Ces rassemblements qui étaient quotidiens des groupes de gilets jaunes et tous les 6 mois pour les assemblées des assemblées, à partir du moment où elles n'ont plus pu se faire, ça s'est délité. En fait, toutes ces fameuses révolutions 2.0, comme on dit, qui reposeraient que sur les réseaux sociaux, ça ne permet pas de maintenir des liens. Ça permet une mobilisation rapide dans un temps donné, mais ça ne permet pas de construire quelque chose sur la longue durée. C'est pour ça que là, on est aussi dans une atonie du mouvement social. C'est parce qu'on a du mal à se réunir. C'est quand on pourra refaire des réunions, etc., qu'il y aura un réveil plus important du mouvement social. Mais c'est vrai que de toute façon, un mouvement révolutionnaire, la plupart du temps, il échoue à faire sa révolution. Jack. Yes. I think it's important to recall that not all protests are revolutions. Some are just an expression of anger. 10 years ago, every city in Europe and many in the US had protesters proclaiming, "We are the 99%. They were protesting against the excesses of global capitalism in many ways, whether it was inequality or environmental destruction. But it was a movement that wanted to avoid organizing or taking power. There have been many movements like that throughout history, many expressions of anger, all the peasant rebellions of the past, strikes that become violent strikes. It's a different thing to have a revolutionary movement. A revolutionary movement requires building a broad coalition across different groups.
And it does require leaders who will take the responsibility for creating new institutions, for filling the gap that kind of emerges if the old regime should crumble. Now, some movements become revolutionary almost by accident. That is, they may start a wave of protests and the government takes flight, creating a crisis and revolution that was not anticipated. Example is the Maidan revolution in Ukraine in 2014 really started out as protests against the government's policies of alliance with Russia instead of the European Union and protest against corruption of the leadership. They did not expect the leader to flee the country. And somewhat like Ben Ali in Tunisia, once the leader left and thought about, well, maybe, should I reorganize and come back? The situation changed. Leaders did emerge, and a new government formed quickly and created the Maidan 2014 revolution in Ukraine. One of the difficulties in organizing revolutions today is that there is a over-reliance, I think, on the internet and social media. It's powerful as a communications tool, but where people get confused is they think that somehow substitutes for physical action. Now, they didn't get confused in Egypt. They occupied Tahrir Square, and they knew that the occupation was crucial to creating a revolution. Right. But in other cases, people believe if you create a reality on the internet, that it somehow creates a reality in real life. Now, so far, that I don't believe that that's true. I believe the internet serves the same purpose as sermons in churches did in the Protestant Revolution, or that newspapers provided in the early modern revolutions when the printing press became a new weapon. Any media of communication becomes a useful tool for organizing a movement against the government, but it's only a good tool until the government learns to take advantage of it. Just as the government learned to censor the printing press, learned to take over radio and TV for its own purposes, so governments are now learning to use the internet for surveillance, for flooding people with misinformation, and otherwise corrupting or halting organization. So I don't think that we're going to see a new mode of revolution that involves social media. Now, there's a question of whether the metaverse will create new communities that will be utopian or dystopian. And my belief is whenever human beings get together, if there's an opportunity for greed and tribalism to express itself, it will do so unless there are strong rules and institutions that are designed to preserve equality, opportunity, create responsible citizenship. I think there's kind of a dream that, and we've seen this in communes and efforts throughout history, people like to think if they can somehow escape from society, create a new society, they won't need rules, that they can rely on freedom, communication, and affection to create a kind of family-like environment where everything will go fine. But we've never seen communes grow into entire societies. Israel, which had a wonderful society of kibbutzim that were really kind of harmonious communities where people even shared family and child raising and so on, has grown into a society that has become kind of aggressively anti-citizenship and almost apartheid for those who it deems not part of our tribe, not part of our group. So you can go from idealism on the small scale to discrimination and inequality once you start to get to a larger scale where the accumulation of wealth and power is involved. But I do think that means we will continue to see revolutions
wherever there is sustained injustice and inequality. Some of the new things is I think we may see revolutionaries using drone technology as it becomes cheaper, more widely available. We will see efforts to use the internet aggressively, not just for communication among protesters, but as a weapon against governments, as a form of attack on institutions by using cyber warfare. So of course human beings are inventive. They'll create new forms of revolutionary action that we have not seen before. But the common element that in order to have a revolution, you need more than just an expression of anger. You need organization, you need ties across different groups, and you need people to sustain action sufficient to cause the military to either stand aside or for the ruler to take fear and to depart. So that process seems to remain constant, even though it takes different forms. So when you say, where will revolutions occur next? Well, we're seeing a huge wave of authoritarian exertion across the world, right? Turkey, Thailand, Myanmar, Hungary, they're all more authoritarian and have more of a closed political system than they did before. So I expect we will see some revolutionary protests there, but we may also see them where we didn't expect them. I didn't expect Chile, for example, to have such a violent, aggressive movement after passing a rule for a new constitution. But people were so angry with the government that they wouldn't take it anymore and did organize to change it. So again, human nature is such that unfortunately it's very hard to prevent rulers from trying to exclude opponents, from trying to accumulate wealth, to trying to favor their friends and cronies. And until we have institutions that can effectively stop that, and people work to support those institutions, because those institutions can fail if people don't actively enforce them, we're going to see the type of situations that create revolutions, that is a concentration of power, corruption of the elite, and gross inequality with injustice. And when that happens, only the way that people choose to pursue justice will change. They will find something that works, but the struggle will continue. Yad, tu avais une question? Merci beaucoup. Alors, oui, les révolutions, c'est la volonté des masses, nous l'avons dit ce matin, nous l'avons répété, c'est la volonté du peuple. On a en Tunisie, le slogan de la révolution, c'était « Le peuple veut », Achabu Yurid. Mais je suis quand même frappé par quelque chose, c'est que les historiens disent très peu de choses sur les révolutions manipulées, c'est-à-dire sur les révolutions qui sont le produit de conflits internes dans un régime et dans lesquels on voit les services de renseignement ou les services secrets de l'armée ou du ministère de l'Intérieur intervenir pour manipuler les foules avec l'optique de faire tomber le gouvernement en place, soit parce que le gouvernement en place les menace, ou soit parce qu'ils sont partie prenante à cet enjeu de pouvoir. On l'a dit pour la Roumanie, par exemple, avec la tombée de Ceausescu, on a beaucoup dit que c'était une affaire de service de renseignement, que ce n'est pas une révolution, que en fait c'était un conflit à l'intérieur du pouvoir et que toutes les foules qu'on a vues défiler étaient manipulées par le pouvoir. Moi je dis, bon, on l'a dit également du Hirak algérien, par exemple. Il y a certains chercheurs qui l'ont dit pour le Hirak algérien en disant que derrière le Hirak algérien, il y avait les directions des services de renseignement et de sécurité.
C'est une manière de voir les choses et de dire donc ce n'est pas une révolution parce qu'il y a un complot des services de sécurité derrière. Mais l'autre manière de voir, c'est de voir uniquement le résultat. Le résultat, c'est que Ceausescu est tombé en Roumanie et que le Hirak algérien a travaillé pendant 1 an à peu près et qu'il a exprimé la voix d'une partie du peuple. Alors, quel est le rôle de l'historien ici? Est-ce que le rôle de l'historien, c'est d'aller au fond de la réalité et de voir ce qu'il y a derrière ces révolutions qui pourraient être de fausses révolutions? Ou est-ce que le rôle de l'historien, c'est d'oublier tout ce qui est en amont pour voir uniquement le résultat? Et pour dire que même s'il y a un complot des services de sécurité, c'est-à-dire un enjeu de pouvoir interne à l'État, c'est le résultat qui compte. En Roumanie, le pouvoir il y a une révolution du pouvoir, et partout ailleurs, c'est la même chose. Donc, quel est le rôle de l'historien ici et qu'est-ce qui compte? Quelle est votre opinion en tant qu'historien? Qu'est-ce qui compte le plus? La deuxième chose, alors la deuxième observation que je voulais faire, c'est à propos des médias et des réseaux sociaux, etc. Oui, ça joue pour les révolutions, mais tout à l'heure, Jack Goldstone l'a dit, ça joue également pour le pouvoir. Actuellement, par exemple, en Tunisie, aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, Facebook en particulier, jouent le jeu du pouvoir et organisent de vrais lynchages médiatiques contre les opposants, mais des lynchages en bonne et due forme. C'est comme à la guerre, hein, c'est aussi assassin que la guerre. Et donc, vous voyez, les réseaux sociaux jouent dans les deux sens, oui, parfois pour favoriser l'expression d'une révolution, d'une révolte qui peut se transformer en révolution, mais également comme instrument d'ordre et comme instrument de discipline au service du pouvoir. Ça joue dans les deux sens. On va dans l'ordre. On va dans l'ordre. Oui. Dans ce cas-là, moi, je vais peut-être commencer. Alors, je dirais que dans ce cas-là, l'historien doit avoir recours aux sociologues. Voilà, tout comme les sociologues ont constamment besoin des historiens, l'historien doit se faire sociologue aussi. Et là, je n'ai pas résisté à la tentation pour la première fois de ma vie de publier un recueil d'articles qui commence avec un article que j'avais écrit le 20 février 2011. Vraiment, dans la foulée du mouvement, où j'exprimais la crainte d'une restauration, voire que la restauration était déjà en cours. Donc la révolution et la restauration peuvent vraiment aller de pair. On est non pas dans la contre-révolution, mais une sorte de restauration, sauf que la restauration est elle-même, dispose elle-même de dynamique révolutionnaire. Alors pourquoi cette restauration? Parce que je pense que dans certains cas, les acteurs de l'État peuvent penser que le leader ou le système tel qu'il est constitué ne peut plus assurer leur avenir. Il devient nécessaire dès lors de procéder à une sorte de purge. Une purge qui permet au cartel, j'utilise le terme de cartel, mais on peut utiliser aussi le terme d'oligarchie, le terme de système, le terme de prétorial, le pouvoir, etc. Le système a besoin de se séparer de celui qui avait garanti sa pérennité pour pouvoir assurer sa survie. Et cela signifie qu'on est en face de deux types de dynamiques. Une dynamique structurelle, les contradictions structurelles. Je pense qu'on ne peut absolument pas avoir de révolution s'il n'y a pas de contradictions structurelles. La révolution, c'est ce moment où précisément ces contradictions deviennent ingérables. Mais comme Trotsky dirait, si les contradictions structurelles suffisaient, les sociétés seraient en révolution en permanence. Après interviennent les dynamiques conjoncturelles, sur lesquelles tu as insisté aussi, et que Bernard Lepetit appelait le facteur accidentel. Et le facteur accidentel, si Ben Ali n'avait pas dit qu'il ne se représenterait plus à un 5e mandat, si Moubarak n'avait pas commis la même erreur en disant qu'il ne se représenterait plus, je pense que les acteurs de l'État n'auraient pas abandonné ces deux chefs. Mais un chef qui dit « je ne me représente plus », cela signifie plusieurs choses. D'une, je suis illégitime. Et reconduisez-moi au pouvoir encore quelques mois
ou encore quelques années dans toute mon illégitimité. Donc, non pas le pacte de légitimité, mais le pacte d'illégitimité. Cela veut dire aussi qu'il a abandonné ou qu'il ne représente plus un horizon d'attente, ni pour l'armée, ni pour les services de sécurité, ni pour cette bourgeoisie comprador, ni pour les acteurs locaux cooptés. Et cela signifie aussi qu'il ne peut plus demander à Paris, Bruxelles, Washington de le soutenir. Donc, y compris en France, si un président disait « je suis illégitime, mais supportez-moi encore, s'il vous plaît, quelques années », il perdra constamment toujours le pouvoir. Et je pense que ce facteur conjoncturel intervient très lourdement, et ce facteur conjoncturel renvoie aussi à ce qu'on peut appeler le syndrome de Pareto. Pareto disait « une élite qui ne sait plus ni mordre, ni mentir, ni être lion, ni être renard, est une élite qui a perdu la cause. » Et je crois qu'effectivement, dans ce cas-là, non pas la manipulation, mais l'abandon du chef peut intervenir. Et y compris en Algérie, effectivement, Bouteflika et sa famille corrompue étaient totalement abandonnés. On a remplacé le fauteuil roulant par un cardiaque, d'accord. Mais voilà, le système, pendant ce temps-là, a pu se purger. C'est des systèmes biologiques qui se pensent en termes biologiques, parce qu'ils pensent leur société en termes biologiques. Pour eux, effectivement, on a beaucoup parlé de vocabulaire médical. Voilà, le vocabulaire médical, c'est qu'effectivement, le corps organique de la société, le leader est le raïs, la tête. Donc, du moment où il est nécessaire, effectivement, de se séparer des cellules qui sont devenues défectueuses, on le fait avec beaucoup de brutalité. Et c'est là que je pense, ce qui peut intervenir comme manipulation est en effet la dynamique de restauration d'un pouvoir qui n'a pas été révolutionnaire, qui a été propulsé par la révolution, et en même temps qui prennent la relève pour assurer la restauration et procéder à l'arrêt du scénario révolutionnaire. C'est pour ça que je dirais on a besoin à la fois de l'histoire et de la sociologie pour analyser ce type de configuration. Well, yes, when you ask, what should historians do? I don't feel comfortable telling all historians what they should do, but I know what I would like them to do, and that is to penetrate the illusions that the actors of a given event had about themselves, or that the illusions they were trying to spread and sell. So the historian should sort out who is doing this and why. For the cases you mentioned, there are two different things. One is when a government encourages or pays crowds to come out and demonstrate in support of the government. And we see this in journalistic accounts all the time. They may be covering demonstrations that are occurring in two locations in the same city, saying this is a crowd of protesters and this is a crowd of government sympathizers or supporters. Patriots. And they may find that they're paid indeed by the government. You can often get a sense of the political winds by seeing who's able to raise the larger crowds, the government or the opponents. But that's a different matter than having a division either within the political elite or the military elite or the interior services, such that one faction in the government or military wants to whip up the populace against the government. Now, this often is an essential part of a revolution, because revolutions really do not succeed unless the military is somehow held back. Now, that might be because the ruler doesn't have the courage or will to use the military brutally. It might be because he senses that the military would not cooperate in orders to fire upon a crowd. It might be because the military is split and has gone over to the opposition in some part. It might be because the military has its own agenda. In the Cairo protests in the Egyptian revolution, we saw at one point in the Night of the Camels, there were kind of thugs and paid bullies that the government tried to use to disperse the protesters.
But at a later stage, the army stationed soldiers around Tahrir Square to protect the protesters, because at that point, a large portion of the military had decided that Mubarak was a threat to the role of the prestige and power of the military in Egypt, and they were willing to let the crowd push Mubarak aside, feeling that they would be able to recover power, as indeed they have. That is, as I say, a different matter. Now, sometimes the military or a faction of the elite encourages the crowd thinking, I'm just doing this for leverage against the government, but the protests get out of control and the revolution becomes larger and more radical. This is the Romanian case, you'd say. Well, there the outcome cannot be neglected. Clearly, we need to see what happened and how far it got. But we don't want to conceal the sources either. It then becomes important for understanding the future political evolution of a place like Bulgaria to realize that the crowd did not have effective political leaders of its own, meaning the post-revolutionary government is not likely to be as effective as it might be, and that the military will still play a significant role, maybe as vetting leaders or maybe acting on its own. Certainly in Thailand, the military came back with a vengeance after the yellow and red protest groups clashed. And for a while, the military was kind of promoting crowds because the military was angry with the Thaksin prime minister. Basically, you had a populist leader who was moving people away from fealty to the monarchy. The military was very attached with the monarchy, so the military supported a faction of crowds. It wasn't effective enough, and so the military stepped in and took over. They did originally force Thaksin to flee, as you may recall, but then his sister was elected as a successor, so the military decided, okay, that didn't work, we need to step in and take over ourselves. So revolutions don't play by any rules, right? Revolutions are the act of breaking the existing rules. And therefore, it's impossible to say, should you always look for some particular thing? Should the army or the military always break a certain way? Should it be the case that the government is pulling certain strings? When you get to the point of approaching a revolution, the ordinary, stable, reliable lines of authority and legitimacy have started to weaken. And once they have weakened, it's quite an open and contingent fact how those bonds of authority will actually break down and who will step up to seize authority afterwards. One of the advantages of relatively peaceful revolutions, and this was the great hope in Tunisia and Egypt, that they would emulate the anti-communist revolutions of 1989 by using the sheer force of massive peaceful demonstrations to persuade the governments to step down. The success of that is that you don't have a long, bloody, violent struggle and civil war. But the difficulty is that because the government leaves before there has been a pitched struggle, there then ensues a period in which no one is really in charge. And you have to reconstruct institutions by somehow incorporating all the different groups that are making claims. This often fails to get rid of some of the older oligarchs or state officials or military leaders from the old regime who kind of stick around, and sometimes that's very useful because they have the experience in government, but sometimes it's a problem because they instinctively try and restructure the new government in a way they're familiar with and recreate some of the older parties and institutions. And that's why the color revolutions have so frequently led to unstable regimes that after another 5 or 10 years either have another revolution or they have an authoritarian seizure of power. People who make revolutions are
acting to correct injustice. And people, I believe, have an inherent desire to live in a world that they see as fair. It's tiring, exhausting, and infuriating to live in a world that seems constantly unfair. And this is some of that exhaustion that you mentioned. But it's also exhausting and infuriating to live in a world that is chaotic and disordered. And so there's a tension here. The revolutionaries want justice, they want change, but they also have a desire for a new order that works, where they can feed their families and pay their rent and go about building their lives. And if they can't do that, then you may see a push for a strong leader to create order, or you may see another revolution, displaying, the anger that the population still has. One of the difficulties of being a historian of revolution is the temptation to try and find an ending too soon. Historians like to periodize. They like to set, these are the years in which this event happened. But revolutions tend to sprawl across time periods. They sprawl across borders. And so as historians and sociologists, understanding revolutions requires us to be patient and to recognize that it takes quite an extended period of institution building. Gail talked about this morning on the stages of the American Revolution. It takes quite an effort, an extended effort at institution building to create a new stage of order. And even that new stage will face challenges. So in the United States, we're fortunate that we had a strong leader like Abraham Lincoln face the crisis of slavery in the 1860s. If we had a president that was one of the weaker ones, like Buchanan, who came before, or Andrew Johnson that came after, the Union might have broken up, and history might regard the American Revolution as a failure. It may have lasted a few decades, but then the Soviet Union also lasted about 7 decades before its kind of new revolutionary communist institutions were overturned. So whether or not a revolution is successful, when it's successful, depends on how it builds new institutions. And that requires leaders, and that requires organizations. So leaderless revolutions tend to have kind of a built-in risk of failure. Revolutions that are weak at institution building, that are built on shaky compromises without a clear agreement, without a constitution that people are really committed to, they also are at high risk for failure or backsliding into authoritarianism. Revolutions have an enormous potential power for change. That's what attracts people to them. A revolution seems to be at sometimes the only way to move toward a better society, to fix the terrible flaws of the government and society you're in. But at the same time, we know from the tragedies of history with Mao and Stalin and so many others that revolutions also have a potential to produce a very different post-revolutionary order than the revolutionaries had envisaged. And that's because the task of building institutions is so difficult. This is why I was very concerned in Tunisia that, you mentioned the importance of external support. There was some European and American support for the Tunisian revolution, but not enough support to be proportional to the challenges of institution building and economic restructuring that Tunisia would have required to be fully stabilized. Same thing in Afghanistan when the United States overthrew the Taliban in 2001. It was then kind of, okay, or in Iraq in 2003, there was a tendency for American planners to say, we got rid of the bad government, now the problem's over, and people will somehow spontaneously come together and create a functioning government that will provide prosperity and harmony, as if it was no big deal.
but it's an enormously challenging task. And even, as I say, as a scholar, I've been fighting with policymakers to say, you need to recognize the gravity of state building in the wake of regime change. It's the most challenging. People say, oh, changing the regime, that's the hard part. That's what we have to organize for. That's what, the real story in revolution is overthrowing the old regime. No, that's the beginning. That's not the hardest part. The hardest part is building a stable post-revolutionary order. And so many people still don't realize that, maybe because historians are guilty. Maybe historians have focused too much on the stages leading up to revolutions and not explored sufficiently what happens after. But I can tell you that Lenin, who was not present for the earliest stages of the Russian Revolution, he was still in exile when the factory workers first took their blows against the Russian Tsar. But Lenin was 100% focused on building post-revolutionary institutions. He had a vision of how Russia would be ruled through a vanguard party and what that party would do. And that was, I think, the reason for his success and for Mao's success. Not that they were great revolutionaries, but that they were ruthless and determined state builders who were able to bend an entire country to their vision of what the post-revolutionary order should be. Now, like I said, not Mao's order and Stalin's order were not the ones that I would say are good models of what to do. I like the American model better of having a constitutional convention that works. But America was lucky in that there were not powerful neighboring states who were threats, and most of the internal counter-revolutionaries, as I said, had fled to Canada or England or the Caribbean. So the 10 years from, say, 1781 to from 1776, say, to 1786, that period you talked about, they had a bit of a breathing space. There were some internal rebellions. There was enough disorder to push elites to act, but they were able to deliberate and develop a constitution and spend several more years getting the constitution passed by enough of the colonies for it to take effect. I fear that if the colonies had been pushed into some type of really dreadful economic crisis or war in the 1780s or 1790s, we wouldn't see the same type of thoughtful, compromising government that they were able to design. So you need to have good fortune on your side, too, to some degree. But this process you point out, yes, it matters who generates the revolutionary opposition, but it also matters greatly who leads the post-revolutionary outcome, and is the post-revolutionary outcome sufficient in its institution building, its economic resources and reconstruction, its ability to provide safety and security for the new nation in order to get a stable outcome. Because all too often, that's not what you get. And then the result usually is a descent into dictatorship. Merci, Jack. Alors, Mathilde. pour répondre rapidement à la question qui a été posée, évidemment, il y avait deux questions, non? Hein? Il y avait aussi la question sur les médias. Sur les réseaux sociaux. Ouais, ça fait j'ai un peu oublié les questions résultats. Mais évidemment, le rôle des historiennes et des historiens, c'est à la fois un idéal de vérité, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on la trouve toujours, et de compréhension. Donc, bien évidemment qu'il faut, enfin, on ne saurait s'en tenir qu'aux résultats, et il faut au contraire chercher et questionner les causes, et si ces causes... S'il y a des éléments de manipulation dans ces causes, historiens comme historiennes doivent, il est de leur devoir d'y travailler, d'y réfléchir, de poser les questions, de croiser les sources et de trouver des réponses. Avec aussi, mais ça, c'est ce qu'ils feront ou qu'elles feraient naturellement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'il y a manipulation qu'il n'y a pas agentivité d'une foule. Hein. On peut être, enfin, une foule ou
je sais pas, une masse manipulée, ensuite fait quelque chose de ce qu'on lui demande de faire et radicalise, freine, accélère, modifie, transforme. Donc il faut être aussi sensible à ça. Ça a surtout pour conséquence que faire l'histoire de la Révolution, c'est pas forcément se mettre toujours en très bons termes avec des militants, hein. C'est très difficile, et que ce soit pour des révolutions proches comme des révolutions passées, les forces politiques ont toutes leur roman national, si l'on peut dire, de leur propre révolution. Les uns la révolution russe, les autres la révolution française, et quand l'historienne ou l'historienne arrive avec ses complications, c'est non, ça s'est pas passé exactement comme ça, ces nuances, ça peut être assez conflictuel, alors que, a priori, c'est des groupes politiques qui sont favorables, sinon à la révolution, du moins à en faire l'histoire. Donc c'est une position qui n'est pas toujours facile, justement parce que l'historien, il n'est pas là pour conforter un roman national, même révolutionnaire. Il est là pour simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, par qui ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Peut-être quand même deux mots sur la deuxième question, qui me paraît très importante, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de révolutions, non pas des révolutions démocratiques comme en Espagne, en Grèce, etc., produisent de l'ennemi. Et les médias servent effectivement de lieu de construction de cette inimitié. C'est dans le langage et dans l'image. Hein. Bon, voilà, quand la presse égyptienne définit les islamistes ou les frères musulmans comme des cellules cancéreuses, je crois que là c'est très clair. Hein. Et on a en même temps, voilà, effectivement la définition par l'image. Rappelez-vous le rôle des affiches dans la révolution culturelle, hein, où l'opposition qui était définie, l'opposant était défini dans sa descendance et son ascendance comme faisant partie d'un groupe ethnique séparé, ennemi en Russie. Mais le fait que tu décris, qu'on observe aujourd'hui aussi dans pas mal de pays, ne me paraît plus relever de la révolution en tant que telle, mais de la construction d'un pouvoir autoritaire, hein, plus ou moins autoritaire. Dans le cas de l'Égypte, c'est très clairement autoritaire. En Tunisie, on a vraiment une version bonapartiste pour le moment, sauf de l'autoritarisme. En Turquie, beaucoup plus musclé. En Russie, beaucoup plus musclé. Donc je pense qu'effectivement, cette monopolisation de médias, le média qui devient l'organe de guerre civile, de la production, de la légitimation, c'est pas uniquement la violence symbolique, mais c'est une violence symbolique qui accompagne la violence réelle. Je pense que là, on n'est peut-être plus dans la révolution en tant que telle, mais dans une construction différente, ce qui ne veut pas dire que la dynamique révolutionnaire s'est éteinte, totalement éteinte en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Depuis le début des discussions, là, très intéressantes, Monsieur, Attends, il faut avoir le micro. Ah, pour la traduction. Merci. Depuis le début des débats, là, qui sont très intéressants, évidemment, j'ai jamais entendu prononcer le mot Chine, Mao Tse-tung, alors que j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, la suite de cette révolution chinoise est extrêmement importante pour l'histoire actuelle de ce qui se passe. Est-ce que c'est une révolution très particulière ou est-ce qu'elle rentre dans les canons classiques de la... Et du coup, avant de vous donner la parole, j'avais aussi une question, si je peux me permettre. S'il n'y a pas d'autres questions dans le public, par contre, je placerai les miennes à la fin. Il y a une question au milieu. Puis on fera une dernière ronde. Merci, bonjour à tous. Déjà, merci pour ces différentes interventions. Et moi, ma question, c'était, est-ce que dans les sociétés très développées, du moins assez développées, notamment les sociétés occidentales en Europe, aux États-Unis, mais on peut aussi prendre l'exemple de la Chine, d'une certaine manière, la Russie, est-ce qu'on arrive dans une ère où l'hégémonie, la domination en fait, de l'État par différents moyens, mais notamment par exemple, via Internet et via tout ce qui existe au niveau des algorithmes, etc. Et en même temps, un certain développement à la fois des forces armées et des forces policières entraîne une impossibilité d'une révolution.
C'est-à-dire que le soulèvement populaire devrait s'affranchir de tellement de barrières mentales, de tellement de barrières militaires, policières, qu'en fait, il en devient pratiquement impossible. En fait, il devient une statistique. Est-ce que c'est une idée justement victime de l'hégémonie, de penser que la révolution n'est pas possible, ou est-ce que c'est une réalité matérielle concrète ? Du coup, je vais enchaîner parce que ma question va non pas dans le sens du contenu de la vôtre, mais en tout cas dans le sens de la référence peut-être latente dans la vôtre, qui est toujours Antonio Gramsci. Je prépare une anthologie en ce moment, donc je suis un peu hanté par les écrits d'Antonio Gramsci. Donc en fait, j'ai 3 questions à vous poser, qui vont être très brèves, mais qui me semblent toucher... alors non pas le point de l'hégémonie, qui est le concept le plus connu d'Antonio Gramsci, mais des points aveugles qu'on n'a jamais évoqués depuis ce matin et qui se posent à tout chercheur qui analyse des révolutions du passé ou du présent. Le premier, c'est très très simple, c'est que quand on travaille sur les révolutions, peut-être plus que sur d'autres objets dont les termes sont figés dans le langage et dans les langues, quand on travaille sur les révolutions, on est toujours un peu hésitant entre révolte et révolution, non pas parce que cela désignerait ou recouvrirait des réalités différentes, mais parce que tout simplement il y a 2 mots dans la plupart des langues. Il y a le mot révolte et le mot révolution. Donc que faire de ces 2 mots qui ne sont peut-être pas 2 concepts, peut-être le bon concept, c'est le concept de révolution, et que le mot révolte est plutôt une manière de disqualifier une révolution, ou en tout cas d'en désigner la première séquence, en mettant l'accent sur l'absence de projection institutionnelle, sur le côté émeutier, sur le côté désorganisé, irrationnel, etc. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Lorsqu'on dit ça à Louis XVI, selon la légende, voilà, il y a bien cette idée-là. Et puis même Victor Hugo, il y a une différence, vous vous souvenez dans Les Misérables, entre la révolte et la révolution étant l'aboutissement politique de la révolte, qui n'est que l'émeute, voilà, une revendication aveugle de besoin de la part des classes populaires. Deuxième question épineuse, c'est qu'en fait, quand on travaille sur les révolutions, on doit aussi faire avec non seulement le langage qu'on manie tous les jours et qui nous échoue en partage, mais avec aussi les qualifications autochtones, indigènes des acteurs révolutionnaires eux-mêmes. Et donc, que faire, effectivement, des contextes, notamment je parle des révolutions du présent, où on a affaire à des régimes qui se qualifient révolutionnaires, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le concept qu'on a en tête en tant que sociologue ou savant, ou même des acteurs qui se disent révolutionnaires, comme ça peut être le cas des Gilets jaunes, lors même qu'il n'y a pas effectivement de construction d'institutions politiques derrière ou de renversement des régimes en place. Est-ce que ce sont des fausses qualifications autochtones, mais vous savez tous et tous comme moi que les qualifications de ce type-là dans la vie sociale ont des effets performatifs très forts. Donc lorsqu'on se considère comme révolutionnaire, on agit en tant que tel, et s'il y en a 1000 ou 5000, ça produit des effets tout de même si on n'a pas affaire peut-être à une situation révolutionnaire. Au sens de la définition notamment qu'a porté Jack Goldstone. Et puis il y a une troisième question, donc cette question-là a été aussi abordée par Gramsci notamment, et la troisième en particulier, c'est celle vraiment qu'il a développée, c'est cette distinction qu'il fait entre révolution active et révolution passive, et qui renvoie un tout petit peu à la question que posait Yad tout à l'heure. On a parlé depuis ce matin de ce que Gramsci appelait des révolutions actives, c'est-à-dire des révolutions avec une mobilisation sociale massive, soit-elle civique ou militaire ou les deux, mais en tout cas avec des mobilisations à l'appui. Gramsci disait la grande partie des révolutions de l'histoire sont des révolutions faites par les élites pour éviter
des mobilisations populaires massives. Et il faisait l'exemple du Risorgimento italien, qui est qualifié comme une révolution nationale par les historiens, les 19e, mais qui, selon lui, était une fausse révolution, en effet, puisqu'elle avait été, en quelque sorte, entraînée par les élites contre toute perspective de mobilisation des classes populaires. De fait, il n'y a pas de mobilisation de classes populaires, hormis les émeutes de 1820-1821, donc pilotées par Mazzini, Gioberti et puis Cavour, c'est-à-dire les élites qui vont constituer ensuite l'État italien en 1861. Et les cas de ce type-là sont multiples. La révolution culturelle chinoise en est un cas exemplaire aussi. C'est une révolution d'élite. La révolution du PKUS, le PKUS, le parti soviétique, en 1926, avec la politique du socialisme dans un seul pays, c'est un limogeage d'élites, et notamment les élites trotskistes, qui va avoir tout de même des effets révolutionnaires, peut-être dans certains pays communistes associés à l'international, tout comme la révolution culturelle a influencé mai 68. Donc voilà, là ce sont des effets assez inattendus de révolution d'élite qui acquièrent une mobilisation populaire, peut-être à des milliers de kilomètres de distance. Et on va arrêter à 17h30, donc je vous demanderai de prendre 7 minutes chacun maximum. Sur la Chine, il y a aussi que c'est pas parce que enfin moi je peux réfléchir à plusieurs révolutions, comme je réfléchis aux circulations révolutionnaires, ça m'oblige d'en croiser plusieurs. Pour autant, je suis pas du tout spécialiste des révolutions du XXe, et celle de la Chine est une des plus compliquées. Donc c'est vrai qu'on s'aventure pas sur des révolutions qui nécessitent une connaissance du contexte qui est difficile, parce que en plus la Chine c'est presque 50 ans de révolution ininterrompue, hein, de la révolution de Sun Yat-sen jusqu'à la jusque dans les années 70. Enfin, ça n'arrête pas de rebondir. Donc en général, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus pour en parler précisément, parce que sinon c'est extrêmement compliqué. Pour répondre à la question, d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire que c'est plus le renforcement policier qui permet la révolution. Parce que je pense que la difficulté d'une révolution actuellement, c'est qu'en fait, il est extrêmement difficile de faire une révolution dans une démocratie. La révolution, elle est la transformation de l'illégal dans le légitime. Donc il faut qu'elle soit légitime. Et elle renverse un ordre qui se dit légitime, et elle le renverse, pas forcément uniquement parce qu'elle est plus forte, plus armée, etc., mais parce que c'est de son côté que la légitimité va l'emporter. Et c'est pour ça qu'il est plus facile de renverser, enfin facile, pas au sens facile, évidemment, c'est extrêmement compliqué, mais il y a plus de révolutions qui renversent des dictatures, parce que la dictature n'a pas la légitimité que peut avoir une révolution si elle se revendique de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la démocratie. Dans la bataille de la légitimité, elle l'emporte. Face à un pouvoir issu des urnes, et c'est bien ce qui se joue en juin 48, entre février 48 et juin 48. En février 1848, la foule parisienne renverse un gouvernement qui repose sur un suffrage censitaire qui exclut 96% des hommes en âge de voter, bon, et 100% des femmes, mais à l'époque, tout le monde s'en moque. Mais donc, qui manque terriblement de légitimité, et qui en plus n'a même plus la possibilité d'y opposer une légitimité dynastique et divine, qui de toute façon était déjà largement fragilisée depuis plus de 50 ans. En juin 48, la révolte, et ça reprend un peu ce que tu disais, et s'affronte à une assemblée qui est sortie des urnes au suffrage dit universel, c'est-à-dire en réalité uniquement masculin, mais qui est considéré comme le suffrage le légitime qui soit. Donc la difficulté, c'est comment légitimer une prise de rue qui peut être une prise d'armes, pas forcément, mais qui est nécessairement illégale et possiblement violente, quand on s'affronte à un pouvoir qui a pour lui la légitimité du pouvoir démocratique.
Et c'est bien ce qui c'est ce qui se passe en juin 48, c'est ce qui se passe avec les canuts, avec la commune. La commune s'affronte à une assemblée qui est sortie des urnes, alors dans une condition particulière de vote, mais néanmoins elle a été élue ce que l'on appelle démocratiquement. Et c'est tout ce qui s'est joué d'ailleurs dans les discours autour des Gilets jaunes. Voilà, ils n'ont qu'à attendre 5 ans la prochaine élection et avec un suffrage universel qui a toujours été pensé pour désarmer, en fait. C'est le bullet et pas le ballot, enfin le ballot et pas le bullet, c'est le désarmement du suffrage qui est censé mettre fin à ces révolutions, puisque la légitimité, maintenant, est assurée par le suffrage. Or, c'est pour ça que je dirais que le renforcement de la violence policière et de l'ordre policier tend à justifier et à plus permettre, ce serait plus juste, des révolutions, parce que justement, ça fait glisser de la légitimité démocratique, ça la remet en cause. Parce que quand on se retrouve avec des forces de l'ordre qui deviennent parfois même létales, mais violentes, quand on a des formes autoritaires, quand on a des interdictions de manifestation, eh bien, on sort, évidemment pas complètement, la démocratie, c'est pas noir-blanc, on n'éteint pas et on allume. Il y a évidemment toute une zone entre les deux, mais on s'éloigne de la légitimité démocratique. Et ce faisant, cela ne fait que renforcer en regard la légitimité d'un mouvement qui se dresse contre. Donc, quelque part, ça peut avoir l'effet inverse. Enfin, on a fait des révolutions où des foules se sont rassemblées devant des armées qui avaient des canons. Donc, le déséquilibre des forces armées n'est pas meilleur, a toujours été en défaveur des... Ce qui est important, c'est la légitimité. Voilà, je suis presque à la fin. Alors, révolte, révolution, ouais, c'est difficile. Il y en a, on ne sait même pas, franchement. Pourquoi les canuts une révolte et la commune une révolution? C'est difficile, alors sauf qu'il y a le tropisme parisien, mais les canuts, ils ont tenu l'hôtel de ville aussi, donc c'est extrêmement difficile. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut prendre au sérieux la qualification des acteurs et des actrices. C'est pas pour ça qu'on peut ne pas la remettre en cause. Et à partir du moment où on la prend en compte, la difficulté, c'est aussi tous ceux qui, pour nous, je me souviens quand on a fait le livre avec Eugénia et Maude et Vincent et Félix, on était très embêtés pour savoir qu'est-ce qu'on faisait des révolutions d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on faisait du fascisme qui se dit révolutionnaire? Est-ce qu'on le mettait dans une autre histoire? Révolution passive, dit Gramsci. Oui, mais en même temps, et c'est une grosse question, parce que comme notre objectif était de faire une histoire de toutes les révolutions pour servir en fait le grand public et les étudiants, est-ce qu'on faisait un chapitre sur la Révolution nationale, sur le fascisme, sur le nazisme? Les oubliés étaient une catastrophe. Les maîtres nous posaient énormément de problèmes, puisque, comme l'a bien dit Jack, dans la Révolution, il y a une dimension morale, il y a une dimension progressiste, et on est d'une culture qui l'associe. Bon, on s'en est tiré en disant que c'était des mouvements révolutionnaires, mais enfin, on s'en est tiré, quoi, on va dire. Oui, on en a parlé. Mais voilà, mais c'est parce qu'il faut prendre au sérieux la parole des acteurs. Voilà, j'arrête, j'ai terminé mes 7 minutes, même 8. Jacques. Well, I agree with much of what Mathieu has said. Yeah, I think you certainly can have revolutions in democracies if the democratic government is seen as ineffective, and if a large portion of the population, a third, a quarter, is willing to act strongly to replace a democratic government that they no longer see as legitimate. We saw this in Germany. We saw this in Italy. I think the fascist and Nazi movements were mass movements to overthrow a system of government and replace it with something different, a more stronger, united national fascist government. In the United States in the 1860s, the Southern slaveholders felt that the election of President Lincoln was not tolerable, that even though it was a legitimate democratic election, that they felt that this president would act against their interest as slaveholders, and what's more, they felt that they wouldn't have a chance to change that in a future election because Lincoln would admit more non-slave states and stack the deck against them. So you could have a group in a democracy
that achieve such a strong identity that they see we are who we are and we will always be a minority, so the democracy will never serve our interests. And then they'll act either to leave it or to overthrow it. So it's entirely possible, which simply says that revolutions have many more possibilities and varieties than conventional wisdom might grant. Now let me pivot quickly to China, because you're quite right. China's revolution will make a big difference, and when you ask about surveillance, China is a pioneer in using digital surveillance and new technology to strengthen the power of the government. But I don't think that will make revolutions impossible. Governments have always had the advantage if their security apparatus is loyal and will follow commands. Revolutions become possible when members of the security apparatus no longer are convinced that the government they serve is worth protecting. I remember a friend telling me he knew that the Shah of Iran was doomed when he visited government offices and found out that government employees were handing out propaganda tapes from Ayatollah Khomeini. So once the leader loses the loyalty of the apparatus, it doesn't matter if you have 100,000 internet trolls doing the government's bidding. If they suddenly decide that the government is actually working against their interest and that they want to take their positions and either not use them or gum up the works or even turn their weapons against the government. So it's all about whether the government can maintain loyalty. And there, what's interesting about the Chinese Revolution is that it's the most extreme case of something that I see as a recurrent pattern in revolutions. I just spoke and said you have to be patient about the end point of revolutions. Crane Brinton did a famous book on revolutions where he said, revolutions have a radical phase that leads to a terror, and that's followed by a more moderate, pragmatic phase, because revolution takes a lot of energy and wastes a lot of energy, and at some point you have to get back to simply running factories and letting the economy go forward. So revolutions do tend to have a radical phase and then a moderate, more pragmatic phase. But what Brinton did not see, because he didn't look at enough cases or long enough period, is that revolutions can oscillate for some decades between more radical and pragmatic phases. So the Russian Revolution had the new economic period after the Civil War, when they had a less ideological, more pragmatic period in which to rebuild the country after the disaster and ravage of the Red versus Whites. Mexico, after the constitutional Civil War, had a period in the 1920s of kind of a conservative reconstruction. But that was followed in the 30s by the Cardenas radical phase, where they nationalized property, created the ejidos, nationalized the railways, and so on. And in Russia, after the NEP, you had Stalin embark on the more radical collectivization. And then after Stalin died, they went back to a more pragmatic, less ideologically extreme form of communism. In China, you had, of course, the Communist Revolution in 1949. You had a period then of the Great Leap Forward, but after the disaster that turned out to be, Mao retreated a little bit, turned over policy to Zhou Enlai, and China became more pragmatic. But then that bothered Mao because he saw China becoming more capitalistic. So he organized the Cultural Proletarian Revolution, creating a new radical phase. Now, that turned out to be a disaster. After Mao died, Deng Xiaoping created a more pragmatic period. And a lot of us thought that, oh, this means China's becoming a more normal country. China's going to become more liberal, more moderate. But it turned out just to be a phase because Xi Jinping seems determined to create another communist, loyal, party-driven state, very different from a kind of pluralist, liberal, pragmatic government that we saw in the interim between 78 and 2000. So this back and forth is very important to understand when you want to say, where is a revolution going? Where is China going? It's not linear.
just because a revolution goes into a radical phase or a conservative phase, it won't stay there. It may bounce back the other direction, depending on what the leadership believes. And Xi Jinping is proving to be desirous, excuse me, of restoring a Maoist kind of very strong nationalist communist ideology. Government's in control, the party's in control. You must be loyal to the party above all else. And that is taking China in a very different direction. Now, because that's combined with China rising globally as a power, it's worrisome. If China were a smaller nation and they wanted to go off in this nationalist communist direction, they're free to explore however they want to go forward. But because they're such a large part of the global economy, and they're seeking to influence other countries, and they wish to restore China's traditional position in the world of regional dominance and global importance, a very kind of illiberal authoritarian model is being presented as the best path forward for many nations. Now, they've done a great job on COVID by really strict top-down control, locking people into their apartments, nailing the doors shut and pushing food through slots in the window if that's what it takes. They've completely, shut down free press in Hong Kong because they felt that's what their system requires. They're trying to turn the Uyghurs into good Chinese by driving out their culture and independence. And they're presenting this as a model of success. Now, I find that very divergent from my values and therefore disturbing. But that's where China's heading. There's a good new book by Elizabeth Economy called What China Wants. So I recommend that. But I think the simple answer to your question is the Chinese Revolution is again entering a more radical communist vision type phase, and a more orderly version than the proletarian revolution this time, a more top-down rather than bottom-up version. And so they are strengthening the central authority, they're strengthening the surveillance state, they're strengthening the ideology and propaganda effort in the schools and the universities, and that's where they're headed. For how long, we don't know, but I do believe myself, and I'll make this prediction too. At some point in the next 15 or 20 years, I think both Russia and China will become vulnerable to popular revolutions. I expect they'll be more peaceful in the color revolution mode. I think their governments are scared to death already of this possibility, and that's why they're acting so vigorously to try and preempt any opposition. But in both Russia and China, you have a single leader without a clear succession. You have governments that are presiding over economies that are slowing down with aging populations, and the opportunities to create a sense of strength are fading. And so I think those governments will at some point come up to a crisis that will make them appear ineffective or illegitimate, and that will open the way for protests. But it's not tomorrow, I don't think, but it's within, as I say, it's within the next decade or so. Thanks. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, et ne pas répéter. Je prends 4-5 minutes, pas plus. Donc, concernant la Chine, alors, par le passé, dans plusieurs travaux, j'avais fait une typologie des révolutions en séparant les révolutions en 3 catégories. Les révolutions démocratiques qui ne veulent pas changer l'ordre démocratique, mais intégrer l'ordre démocratique. Les révolutions eschatologiques qui pensent que le temps du monde est un temps corrompu. Et donc, du coup, il faut supprimer ce temps de corruption. Il faudrait réinventer un nouveau temps immune à toute corruption et un homme nouveau immune à toute corruption. Et donc, par ce biais-là, régénérer l'humanité et les révolutions partisanes, autrement dit, ces révolutions où on conquiert le pouvoir en convertissant chaque minute en kilomètre carré de conquête. C'est une théorie d'Ibn Khaldoun, au XIVe siècle. Et cela permet effectivement
de renverser l'ancienne élite, de créer un ancien régime, mais dans le sillage aussi de créer une nouvelle élite. Et cette nouvelle élite, effectivement, dispose d'une très forte institutionnalité parce que le temps de construction d'une révolution partisane est très long. Mais en même temps, cette nouvelle élite, c'est une élite qui est sans check and balances. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce que Goldstein a dit, c'est pour ça qu'effectivement, dans la Chine maoïste, on a assisté à des tragédies considérables. Le grand bond en avant, le mouvement de rectification et la révolution culturelle ont coûté la vie sans doute à 40 et 50 millions de personnes et ont laminé la Chine. Et aujourd'hui, je suis d'accord, j'ai l'impression que la Chine de Xi Jinping est de nouveau dans une perspective totalement nihiliste. Concernant la deuxième question, est-ce que les révolutions sont passibles? Je crois que sur la Chine, on a déjà discuté. Je crois que la question, c'est pour les sociétés démocratiques, est-ce que les révolutions sont souhaitables? Est-ce que les révolutions sont les seuls modes de transformation de la société? Est-ce qu'on ne peut pas penser à des formes de résistance, à des formes de participation, à des formes de transformation de la société par non seulement la représentation, mais aussi par la participation. Et il y a énormément de juristes, y compris Rousseau par exemple, qui disent qu'effectivement la démocratie représentative est arrivée à son terme. Il faudrait désormais penser à une démocratie participative qui prend en considération énormément d'échelles, énormément de dimensions, y compris de genre, y compris de génération, y compris de classe, y compris de territoire. Donc je pense qu'effectivement, personnellement, je ne suis ni dans le fétichisme révolutionnaire, ni dans une logique anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. On sait que de toute façon, les révolutions se déclarent sans nous annoncer qu'elles vont se déclarer. Voilà, la révolution a lieu. Et on commente après, mais pour le reste, je pense qu'effectivement, dans la cité démocratique, surtout si je vais radicaliser la cité démocratique, sans doute je ne privilégierai pas la révolution, mais d'autres formes de participation citoyenne. Concernant tes trois questions absolument centrales, moi, voilà, autant je pense que dans la société démocratique, je ne serais pas nécessairement pour la révolution, je serais peut-être pour la révolte. Voilà, je légitimerais peut-être la révolte. Voilà, une révolte qui effectivement dira non, ce qui se passe relève de l'absurde. Ce qui se passe relève de l'inacceptable. Ce féminicide est inacceptable. Cette destruction de forêt est inacceptable. L'action citoyenne qui passerait par cela et qui pourrait parfaitement intégrer la révolte aussi. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, la notion de rue arabe n'a rien de péjoratif. J'assume la rue arabe, j'assume la rue. Et j'assumerai parfaitement la révolte aussi, à condition qu'effectivement cette révolte ne cherche pas nécessairement la violence, etc., parce que là aussi, on a d'autres modes. La deuxième question me paraît aussi absolument centrale, la notion de daoula. Voilà, on a 3 ou 4 notions dans les langues de Moyen-Orient. Saoura, Shoresh, en persan et en kurde, Devrim en turc, mais aussi daoula. L'État islamique, c'est une daoula. Et une daoula, c'est quoi? Une daoula, c'est à la fois un État, un oiseau de chance, mais aussi une révolution, une rupture, une refondation. Donc, de ce point de vue-là, je crois que tu as tout à fait raison. Le vocabulaire local compte, mais je observe aussi, non pas pour des révolutions qui s'ancrent dans un territoire comme l'État islamique et qui refusent tout universel, les autres révolutions cherchent à s'affilier à l'universel. Voilà. La révolution tunisienne s'est pensée, alors qu'elle était locale, s'est pensée comme faisant partie de l'histoire universelle. Donc il y a cette quête. Après, dans un deuxième temps, effectivement, cette révolution peut se nationaliser, mais toute révolution qui refuse le paroissialisme ou une fermeture totale dans ce qu'elle considère comme une tradition, cherche cet universel. Et cet universel, pour moi, est aussi un droit et bon, quelque chose de très légitime. Sauf les révolutions fascistes, précisément, qui ne cherchent pas ça. Parce que le particulier ne doit pas se dissoudre dans l'universel. Alors que les révolutions démocratiques cherchent à redéfinir l'universel par la participation de ce particulier. Et la troisième question, ça ne pouvait pas mieux tomber. D'une, parce que j'ai été formé, mon premier maître est Robert Paris. Et puis, de deux, grand éditeur de Gramsci, Erdogan ne cesse de dire nous sommes en train de réaliser une révolution passive. Erdogan n'a pas lu Gramsci, bien sûr.
Erdogan n'a lu qu'une dizaine de livres antisémites complotistes dans sa vie. Mais il sait ce que ça veut dire la révolution passive, parce que le vocabulaire peut circuler, Mathilde, le vocabulaire peut circuler sans qu'on lise nécessairement les encyclopédies des révolutions. Et donc pour Erdogan, effectivement, ce que Mustafa Kemal a fait n'a rien de révolutionnaire. Mustafa Kemal incarnait l'aliénation. Alors que lui, du local et national, est en train de réaliser une révolution nationale, laquelle révolution passe par à la fois la mobilisation de la société et de l'État, Mussolini, et donc il a répété à plusieurs reprises, nous sommes en train de faire une révolution passive. Poutine n'utilisera pas le terme de révolution, parce que double révolution 1789, 91 passe pas, mais dans la tête de Poutine, il est en train non seulement de construire le 4e ou le 5e empire, mais il est en train de faire une révolution nationale. Donc c'est pour ça que je pense que ce terme, voilà, est absolument central, tout comme à un moment donné, il faudrait qu'on pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces révolutions de droite, qui ne sont ni généreuses, ni je ne sais plus quoi, mais qui ont un projet de régénérescence. J'ai pris 7 minutes, désolé. On laissera peut-être le mot de la fin à Yad, puisque tu voulais poser une question tout à l'heure, si tu veux encore. Viens ici. Oui. Non, justement, je voulais poser une question sur cette idée de révolution progressiste. Donc, dire que la révolution porte en elle un projet progressiste, c'est déjà prendre parti. Ce n'est plus une définition, c'est déjà prendre parti. Parce que ça va exclure toute révolution antiprogressiste, comme pour nous, hommes de gauche, disons, femmes de gauche, les révolutions fascistes, national-socialistes, etc. Mais ça va exclure également les révolutions religieuses et des révolutions comme la révolution iranienne, qui est le type même de révolutions qui ont changé le visage du monde entier, pas seulement le visage de la Perse, de l'Iran, mais le visage du monde, les équilibres régionaux et internationaux. Donc, il faut le dire avant d'examiner. Il faut dire, voilà, ma conception de la révolution, c'est qu'une révolution doit être une révolution progressiste et définir le sens du mot progressiste. Et à ce moment-là, on comprendra très bien votre optique et on vous suivra. Mais avec ce risque d'exclure des révolutions qui se qualifient elles-mêmes de véritables révolutions. Voilà. Puisque vous me laissez la main, le mot de la fin, Federico, d'abord merci beaucoup. Oui, au début de la séance de ce matin, j'avais posé la question pourquoi est-ce qu'on se réunit pour répondre à une question si simple, qu'est-ce qu'une révolution politique? Je pense que nous avons un petit peu avancé quand même, mais un petit peu, pas beaucoup. Par conséquent, le débat est loin d'être fermé, au contraire, il reste ouvert. Nous venons peut-être de l'ouvrir inconsciemment, de l'ouvrir à de nouveaux horizons. Le débat reste ouvert et il nous faudra encore travailler pour préciser les concepts, pour préciser les catégories, les classifications, pour que cette science des révolutions prenne, disons, un aspect encore plus scientifique et que notre point d'arrivée aujourd'hui soit avancé par rapport à notre point de départ. Je remercie tous les assistants pour leur fidélité et encore une fois tous les collègues de leur appui. Je n'ai pas terminé, je voudrais, puisque c'est ma dernière apparition au Collège de France dans le cadre de ce cours sur les révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits, je voudrais remercier toute l'équipe qui a rendu possible ce cours, notamment l'équipe de Reynald Bellé. Je ne les nomme pas un à un parce que ça serait trop long. Je voudrais remercier également nos interprètes pour le colloque d'aujourd'hui. Je crois que des deux côtés, du côté français et réception anglaise, les gens sont très satisfaits. Et nous vous remercions beaucoup pour votre compétence et votre disponibilité surtout. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à notre prochain colloque sur une clarification encore plus poussée
de cette science des révolutions, parce que je crois qu'on est en train de l'inventer. Merci beaucoup.